Alors le dossier 3, c'est un dossier en gros qui est assez représentatif de ce qu'on voit en pratique chez des patients qui ont plusieurs cancers, en particulier chez les alcoolotabagiques. Donc là, c'est un patient qui vient avec des douleurs buccales. On trouve une lésion ulcéro-bourgeonnante de la bouche au niveau de la langue. On vous dit aussi que c'est un ancien cheminot, donc ça doit faire titre dans votre tête. Il va falloir à un moment donné parler de maladie professionnelle quand on vous parle de ça dans les énoncés. Avec une grande perte de poids, donc il va falloir calculer un petit peu la perte de poids, son BMI si on peut, et puis faire une prise en charge nutritionnelle. Chez un alcoolotabagique, donc pareil, dès qu'on vous parle de tabac, il va falloir l'arrêter. Surtout qu'en cancérologie, il y a une chose fondamentale, c'est que le tabac, ça annule les effets de la chimiothérapie. On sait que les gens qui continuent à fumer alors qu'on est en chimio, comme ça a un effet inducteur enzymatique, ça va diminuer vraiment fortement l'efficacité. L'alcool, c'est très important de le noter aussi, parce qu'à chaque fois que vous allez hospitaliser le patient pour les chimiothérapies, il va falloir faire une prévention du DT. Sinon, votre patient, il va complètement se mettre à trembler, il va éventuellement faire les crises convulsives. C'est vraiment très important de le noter dès le début du dossier et de faire attention à ce terrain assez fragile, dénutri alcoolotabagique. Alors, on vous demande quels sont les différents temps de votre examen clinique. Donc pareil, donc le performance status, l'examen général, la cinétique de perte de poids. Il va falloir vérifier s'il n'y a pas une hépatomégalie nodulaire. Il va falloir vérifier l'état nutritionnel du patient, donc son état d'hydratation. Ici, il a un BMI qui est à 17 et il a perdu 19% du poids en 6 mois. Il va falloir faire donc l'examen ORL, donc toujours stomato-ORL, il faut faire de tout ce qu'on appelle palpé bidigital, il faut bien vérifier la place de la tumeur, vérifier la mobilité de la langue, la mobilité des cordes vocales, éventuellement s'il n'y a pas une fixation au plancher buccal et voir quelle est l'organisation avec le palpé bidigital. Vous faites absolument palper donc les aires cervicales et puis jusqu'en susclaviculaire pour voir l'extension tumorale. Faire un schéma signé, ça c'est toujours très important. Et puis après, regarder les complications du tabac et de l'alcool, donc éventuellement la neuropathie alcoolique, le tabac, les signes de BPCO, les signes d'insuffisance cardiaque ou de syndrome coronaire, d'angor, et puis les signes d'hypertension portale, d'insuffisance hépatocellulaire. C'est très important d'essayer de déterminer quel est le terrain de votre patient. Alors la question 2. Quels sont les examens complémentaires que vous envisagez pour ce patient? Donc, première chose, en consultation, il faut absolument que vous proposiez d'abord une biopsie à ce patient sous anesthésie locale et puis éventuellement, alors si vous ne pouvez pas le faire en consultation parce que vous êtes en cabinet de médecine générale, vous l'adressez à un ORL pour le faire, mais essayez d'avoir une documentation histologique dès la première consultation, ça permet de gagner beaucoup de temps. Une fois que vous avez fait ça, alors les cancers ORL, ce qui est très important, ça va être la place du bilan d'imagerie, parce que les ORL, ils ont besoin de plusieurs types d'examens pour savoir si une tumeur est résécable et savoir un petit peu l'extension. Le scanner injecté du massif facial et cervical, c'est globalement le meilleur examen quand c'est injecté pour voir les ganglions. Toujours n'oubliez pas l'injection, c'est fondamental, sinon c'est zéro. Ça, c'est le meilleur examen pour voir les os et les ganglions. Pour tout ce qui est la base de langue et les parties des tissus mous, c'est l'IRM avec injection, donc l'IRM de la face avec injection qui va vous permettre de voir l'extension aux tissus mous, aux muscles. Et ça, c'est un examen aussi fondamental pour les ORL, pour savoir s'ils peuvent passer et faire une chirurgie par plan, c'est-à-dire de bien savoir à quel endroit ils vont pouvoir passer, s'il y a une possibilité de résection ou pas. Alors, dans les cancers ORL, donc pareil, on fait éventuellement une recherche d'une lésion synchrone, parce que c'est souvent sur un terrain alcoolotabagique. Donc là, ce patient, ça va vous déterminer la prise en charge, mais qu'il faut absolument qu'il ait une panendoscopie des voies aérodigestives supérieures. Donc la panendoscopie, ça comprend donc l'examen, la laryngoscopie, bien vérifier qu'il n'y a pas une lésion des cordes vocales associées, une lésion du sinus piriforme. Donc il va falloir vérifier l'œsophage avec une endoscopie digestive haute. Il faut descendre jusque dans l'estomac et le duodénum quand vous y êtes. Et puis la bronchoscopie, ça c'est très important. Donc après bien sûr, constatation d'anesthésie et un bilan préopératoire, ça c'est très important. Alors ensuite, ce patient, il va falloir éventuellement lui faire, même si c'est d'abord à extension locale, lui faire un scanner thoraco-abdominopelvien injecté en plus du bilan cervical et du massif facial.
Alors, les choses importantes, c'est le bilan de dénutrition chez ce patient. Donc, toujours doser l'albumine et la transthyrétine pour voir comment ce patient est nourri. Ça permettra de faire le suivi. L'albumine, c'est une demi-vie qui est longue. Il faut le doser en gros toutes les 3 semaines pour voir si ça s'améliore quand vous renourrissez un patient. La transthyrétine ou préalbumine, ça a une demi-vie qui est beaucoup plus courte et donc vous pouvez le doser toutes les semaines pour voir si l'état nutritionnel est satisfaisant. Ensuite, comme c'est un patient qui a des antécédents d'alcoolotabagisme, faire le bilan du terrain, donc le bilan hépatique, l'électrophorèse des protéines plasmatiques, l'ETP, pour vérifier qu'il n'y a pas des signes d'insuffisance pathocellulaire importants. Et puis pour le tabac, vérifier éventuellement les gaz du sang, les EFR, et puis faire d'autres examens, échographie cardiaque, avant éventuellement les gestes chirurgicaux ou d'anesthésie. Alors, ensuite, le patient, on vous dit qu'il a un carcinome épidermoïde limité de 3 cm et qu'il a un ganglion sous-mandibulaire de 2 cm. Le reste du bilan est négatif et à la RCP, on propose un traitement associant 3 médicaments de chimiothérapie, qui est un médicament, en gros, une chimiothérapie néoadjuvante. L'objectif du traitement, on vous demande qu'est-ce que c'est. Globalement, alors une chimiothérapie néoadjuvante, il faut savoir que c'est dans une stratégie curative. L'objectif, c'est de diminuer la taille tumorale pour accéder à un traitement conservateur. C'est la même logique que le sein. Là, il y a une grosse tumeur du plancher buccal. Donc, si vous faites une résection d'emblée qui est potentiellement faisable, ça veut dire que votre patient il va se retrouver avec un préjudice esthétique et un préjudice fonctionnel qui va être majeur. Donc là, avec des chimiothérapies qui sont très efficaces, on peut éventuellement diminuer vraiment beaucoup le volume tumoral, parfois de plus de 50% au bout d'une chimiothérapie, ce qui va permettre au patient de conserver sa langue ou d'en retirer qu'une partie. Et l'autre objectif de ce traitement, c'est d'éliminer des métastases à distance. Alors, question 4. On vous demande quels sont les critères pratiques qu'autorise l'administration d'une chimiothérapie et les mesures préventives que vous allez mettre en place pendant la première cure. Alors, les critères pratiques, donc, premièrement, c'est ça, c'est bien vérifier le statut OMS du patient. Il faut qu'il soit 0, 1 ou 2. Si le patient est trop fatigué, vous ne pouvez pas faire de chimiothérapie. Ce n'est même pas la peine de regarder son bilan sanguin. Bon, après, il faudra le regarder pour d'autres raisons, mais globalement, c'est ça qui doit vous guider. C'est première chose. Il ne faut pas que le patient ait de fièvre. Donc, quand il y a de la fièvre, ça veut dire que le patient est potentiellement septique et que vous allez potentiellement aggraver ce septicisme en donnant la chimiothérapie. Ça, c'est des signes vraiment cliniques. Deuxième chose, il ne faut pas que le patient ait des signes de progression tumorale franche au moment, alors qu'il est déjà en cours de chimiothérapie. Si vraiment vous voyez que ça progresse, ce n'est pas la peine de continuer. Ça veut dire que la chimiothérapie est inefficace. Enfin, il faut vérifier tout ce qui est numération. Donc en général, il faut que les polynucléaires soient supérieurs à 1500. Il faut que les globules rouges soient supérieurs, en gros, en hémoglobine à 10. Même si on peut transfuser avant, et c'est bien que le patient soit aux alentours de 10. Et les plaquettes supérieures à 100 000. Sinon, vous avez des risques de neutropénie importante, ou de thrombopénie ou d'anémie importante. Et ensuite, il faut vérifier donc, le bilan biologique régulièrement, en particulier l'urée et la créate, pour les sels de platine, avec le cisplatine qui donne des insuffisances rénales. Le bilan hépatique, il faut vérifier qu'il n'y a pas une grosse cytolyse, que la bilirubine est normale. Ça, c'est un peu les critères qui vous permettent de réaliser la chimiothérapie. Alors, le patient ici, quand vous allez l'hospitaliser, il y aura plusieurs choses à faire. Vous allez proposer une prise en charge nutritionnelle. Donc soit vous lui proposez des compléments alimentaires hyperprotéinés pour essayer d'améliorer sa qualité nutritionnelle, soit ici vous avez quand même une perte de poids très importante, il va falloir éventuellement intensifier la prise en charge nutritionnelle. Donc en ORL, très fréquemment, on fait une gastrostomie pour alimenter les patients parce qu'après, ils vont avoir des traitements tels qu'ils pourront plus s'alimenter. Et en particulier, ici, il a une dysphagie. Donc il va falloir faire une nutrition entérale pendant la durée du traitement et aussi pour renourrir le patient pour qu'il puisse éventuellement supporter l'opération. Donc les compléments alimentaires, en général, ça ne suffit pas dans ce genre de situation. Il faut proposer soit la sonde nasogastrique avec une nutrition entérale, soit proposer une gastrostomie, qui est en général le traitement de choix pour de la dénutrition dans les cancers ORL. Pareil, il faut absolument que vous fassiez une vitaminothérapie, donc pour 2 raisons. Il y a la prévention du DT, dans ce genre de contexte, avec éventuellement le Valium surajouté et l'hyperhydratation. Attention à ne pas trop hydrater les patients qui ont des problèmes cardiaques. Donc la vitamine B1, B6 et PP, ça c'est très important.
Et la vitaminothérapie, c'est aussi important pour corriger éventuellement les troubles nutritionnels qui sont liés à ces carences. Le tabac, il faut discuter l'arrêt pendant l'hospitalisation, éventuellement proposer un patch ou des gommes nicotiniques pendant l'hospitalisation. Les autres traitements préventifs, ça va être en particulier les traitements antiémétiques. Alors, globalement, pour les traitements antiémétiques, c'est les corticoïdes dans un premier temps, le primpéran, le motilium que vous pouvez donner un peu de façon systématique en appoint. Et maintenant, pour les chimiothérapies hautement émétisantes, quasiment toutes, on propose des cétrons, donc le Zofren par exemple, par voie intraveineuse ou par voie orale. Ça existe aussi en suppo, c'est 2 fois par jour. Et on a maintenant des nouveaux médicaments. Il y en a un qui s'appelle l'Emend. Alors l'Emend, c'est un médicament qui est un inhibiteur de la substance P, qui est indiqué dans les chimiothérapies les plus émétisantes, en particulier les sels de platine. Le cisplatine, c'est très très émétisant, donc il faut le proposer. C'est un traitement de 3 jours, et ça va permettre de potentialiser l'effet du Zofren, des cétrons, et ça permet vraiment d'avoir une diminution très très importante des nausées chimio-induites. Donc ça, c'est des nausées vraiment à la phase aiguë. Et puis ensuite, les nausées un petit peu plus tardives qui sont liées à la toxicité muqueuse, c'est plutôt le primpéran, le motibium que vous pouvez utiliser ou les corticoïdes. Alors, la question 5. On vous demande ce qu'il faut faire. Est-ce que ça modifie le traitement d'avoir un risque de neutropénie fébrile de l'ordre de 20% ou plus? Alors ça, c'est oui à cette question, c'est très important. Quand il y a un risque de neutropénie, on ne donne pas systématiquement un traitement prophylactique de cette neutropénie. En revanche, si le risque de neutropénie fébrile est de plus de 20%, il y a une indication à mettre des traitements par GCSF, qui sont des facteurs de croissance, des lignées granulocytaires, pour éviter les neutropénies fébriles et les complications septiques au cours des traitements de chimiothérapie. Donc en général, on les fait un peu en décalé au moment du nadir de la neutropénie. Alors, on me demande ce que c'est que le nadir. Le nadir, globalement, c'est le moment où les neutrophiles sont le plus bas au moment de la chimiothérapie. C'est-à-dire, en général, ça va arriver à J10, J11 du traitement pour les chimiothérapies qui sont administrées toutes les 3 semaines. Quand c'est administré toutes les 2 semaines, en gros, c'est plutôt vers J7, J8. Donc, en gros, il faut donner le traitement par GCSF, donc c'est des injections sous-cutanées, avant ça, pour éviter, parce que sinon ça ne va pas être suffisamment efficace, il faut faire monter les polynucléaires avant pour que ça puisse être efficace. Alors, la question 6. On vous dit que le patient tolère bien les cures, mais qu'il perd encore 2 kilos, et puis qu'il a une diminution tumorale de l'ordre de 50%. Et on vous demande ce qu'il faut refaire avant la prochaine RCP et quels examens il faut reprogrammer. En fait, là, c'est ce qu'on appelle faire un bilan d'évaluation. Donc, on refait les mêmes examens complémentaires pour voir où on en est sur le plan tumoral, qu'il faudra comparer avec le scanner initial. Donc, le scanner massif facial et cervical injecté, après avoir vérifié la créatinine, l'IRM du plancher buccal, refaire les marqueurs tumoraux, refaire éventuellement tout le bilan nutritionnel. Et puis, ce qui est très important, c'est que là, vous allez être en train de vous dire « je vais opérer mon patient bientôt ». Donc, si vous opérez votre patient, il va falloir éventuellement lui faire un bilan pré-op un petit peu plus poussé. Donc, l'échographie cardiaque, voire la coronarographie au moindre doute d'insuffisance coronaire. Chez ce patient qui est potentiellement BPCO, il va falloir faire éventuellement des EFR avec des explorations complémentaires pour vérifier qu'il va bien supporter, vérifier le VEMS, etc. Donc là, c'est vraiment le moment où vous allez faire le bilan du terrain complet, préopératoire, et le bilan pré-op, à nouveau, ce qu'on appelle un bilan d'évaluation préopératoire. Alors finalement, ce patient, on vous dit qu'après de longues consultations, on lui propose un traitement chirurgical, mais qu'il refuse de peur d'un préjudice esthétique. Donc finalement, ce qui est retenu, puisqu'il a eu une bonne réponse tumorale, c'est une radiochimiothérapie concomitante. On vous demande ce que c'est que le principe. Alors le principe de la radiochimiothérapie concomitante, globalement, ça va être d'augmenter la toxicité de la radiothérapie sur la tumeur et d'avoir un effet synergique. Ça va être de radiosensibiliser votre tumeur. Et ça permet vraiment d'avoir une efficacité plus importante.
Alors on vous demande qu'est-ce que c'est que les anti-EGFR, l'Erbitux. Alors c'est pareil, c'est des thérapies ciblées qui sont dirigées contre le récepteur de l'EGF au niveau de la surface membranaire. C'est particulièrement indiqué dans tout ce qui est cancer ORL, parce que tout ce qui est épithélial, qui surexprime l'EGF récepteur. Alors globalement, les effets secondaires, ça va être des hypomagnésémies, des réactions cutanées à type acnéiforme, éventuellement de la fièvre ou des allergies. Alors, pour prévenir ça, il faut donner en gros des crèmes émollientes aux patients et dès qu'il commence à y avoir un rash cutané ou de l'acné, lui donner de la doxycycline comme un traitement acnéique normal, classique. Alors la question 8 est un peu spécialisée. On vous demande quelles sont les autres indications des anti-EGFR. Alors globalement, c'est une question un peu difficile, mais ça, il faut vraiment, je pense, le savoir. Le gène KRAS, c'est un gène, pareil, dans les voies de transduction, qui est après l'EGF récepteur. Pareil, ça c'est très très utilisé dans le cancer du côlon, qui est quand même un cancer très fréquent. Alors, globalement, les cancers ORL, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Les anti-EGF récepteurs peuvent être utilisés comme on veut. Dans les cancers du côlon, on a découvert que quand il y avait des mutations de certaines protéines, dans certains gènes de certaines protéines des voies de transduction, ça conférait une résistance à ces médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, l'AMM pour les anti-EGF récepteurs dans le côlon, c'est si le gène KRAS est sauvage. Si le gène KRAS est muté, il y a une mutation constitutionnelle qui active tout le temps la voie, et dans ce cas, l'anticorps n'est pas efficace. C'est un peu la limite du programme, mais ça prend une place prépondérante en cancérologie, puisque les traitements de thérapie ciblée, maintenant, on essaie de les adapter à la tumeur et aux patients, et de voir quels sont les critères qui permettent de prédire une réponse. Alors la question 9. Le patient, plusieurs années s'écoulent, et puis il repère du poids, et puis il arrive à votre consultation avec un œdème de la partie supérieure du thorax jusqu'au cou. Il a les doigts qui sont complètement boudinés, il a très mal dans les articulations, on vous dit qu'il y a une turgescence jugulaire droite et des anopathies centimétriques, que quand il se met en avant, son visage devient cramoisi. Il a mal à la tête et il vomit. Il y a un examen neurologique en dehors de ça qui est normal. Alors le diagnostic ici, clairement, c'est un monsieur qui a un syndrome cave supérieur avec une complication qui est grave, qui est un type d'hypertension intracrânienne qui vous signe qu'il y a une thrombose qui monte jusque dans les veines cérébrales. Donc là, c'est vraiment une urgence vitale immédiate. Alors ensuite, les causes possibles dans le contexte, vous palpez des ganglions susclaviculaires. Donc là, clairement, vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du médiastin ou du poumon. D'accord ? Donc chez ce monsieur, on peut évoquer un lymphome, mais vu le contexte alcoolotabagique, va falloir se dire probablement qu'il y a un cancer du poumon qui est en train d'évaluer le médiastin et qui comprime la veine cave supérieure. Alors, pour justifier, et pour ça vous vous orientez ici, pour vous dire c'est plutôt poumon, donc c'est le contexte tabagique, le contexte de cheminot, donc potentiellement d'exposition professionnelle, et puis surtout le syndrome paranéoplasique qui est associé, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il a mal dans les articulations, qu'il a les doigts boudinés, et ça c'est typique de ce qu'on appelle une ostéoarthropathie ostéocondensante de Pierre-Marie, d'accord ? C'est hypertrophiant, donc ostéopathie hypertrophiante de Pierre-Marie, et c'est quelque chose de typique des carcinomes bronchiques non à petites cellules. Là, vraiment, avec ce tableau typique, ce syndrome paranéoplasique, ça va vous orienter d'emblée vers ce diagnostic. C'est quelque chose de très classique, qui est une question classique qui est posée à l'internat. Alors, la dernière question. On vous demande quelle est la prise en charge à moyen terme ou à court terme de ce patient. Donc là, vous l'hospitalisez, c'est une urgence vitale, vous mettez en condition, donc position demi-assise, oxygénothérapie nasale, ça c'est important. Ensuite, on vous dit qu'il faut le réhydrater, voilà. Et puis alors, les premières choses, ça va être le parinothérapie, parce que les signes d'hypertension intracrânienne et au niveau de la compression de la veine cave, ça stagne. Et vraiment le traitement le plus urgent, ça va être de proposer une parinothérapie à ce patient à dose curative par voie IVSE. Deuxième chose, une fois que vous avez mis ça en place, il faut discuter la corticothérapie pour diminuer la compression au niveau de la veine cave sup.
Si vous avez la moindre arrière-pensée pour un lymphome, méfiez-vous parce qu'après ça peut négativer toute la nappate. Donc il faut éventuellement discuter de faire la biopsie avant de mettre les corticoïdes. De toute façon, le traitement vraiment le plus urgent, c'est l'héparinothérapie. Parce que là, vous avez clairement des signes d'hypertension intracrânienne qui vous orientent vers une thrombophlébite cérébrale, complètement. Donc il va falloir, après l'IRM cérébrale, de toute façon, faire une héparinothérapie qui, de toute façon, est indiquée qu'il y ait ou pas des signes d'hypertension intracrânienne dans ce contexte. Les autres possibilités, ça va être éventuellement le stent endovasculaire en radiologie interventionnelle, à discuter selon votre pathotechnique. Et puis après, la radiothérapie en urgence au niveau du médiastin pour pouvoir décomprimer, ou alors la chimiothérapie si vous pensez que c'est un lymphome, et auquel cas c'est ça qui va être suffisamment efficace pour diminuer la taille tumorale. Alors n'oubliez pas la prévention du DT à nouveau. Ne faites pas de relais par AVK dans ce contexte, puisque je vous rappelle que les AVK, c'est trop difficile de les équilibrer dans un contexte de traitement anticancéreux avec des chimiothérapies chez des patients fragiles avec des hypoalbuminémies, donc à éviter, clairement. Et de toute façon, dans les contextes de thrombophilie comme ça tumorale, les AVK sont souvent inefficaces. Donc le vrai traitement des thromboses dans le cancer, c'est les HBPM ou les héparines. Donc voilà. Alors j'ai une remarque, il y a effectivement une chose que j'avais oublié de préciser tout à l'heure dans la correction. Donc n'oubliez pas quand on fait la radiothérapie au moment dans les cancers ORL, de faire un bilan stomato complet, de faire une avulsion de toutes les dents qui sont pas bonnes, et de faire donc la gouttière fluorée pour le traitement. C'est vraiment très important, sinon le patient va perdre ses dents et la dénutrition va encore se majorer.